Bonjour, ici Sam Moore. Nous allons maintenant parler de la mise en œuvre de votre recherche et de certaines questions pratiques. De faire avancer votre proposition au sein de votre protocole. Les objectifs d'apprentissage que nous allons aborder dans cette présentation sont les suivants. Questions vraiment pratiques concernant la mise en œuvre de une étude bien conçue. Question. C'est devenu une bonne proposition et nous voulons maintenant en faire un projet réel. L'exécution, vous savez, l'exécution et l'exécution de votre proposition. Cela nécessite que nous abordions les questions de financement. Nous allons discuter de la constitution de votre équipe de recherche. Du test de votre série. De l'ajustement de votre conception. Pour repérer les problèmes potentiels. Nous organisons votre essai et discutons de simples problèmes de conception ou de gestion des données. Nous allons prendre l'exemple d'une étude que nous avons réalisée avec nos partenaires. En Tanzanie, il s'agit d'une question qui vise à déterminer s'il existe une différence en termes de réopération en comparant la fixation externe à l'enclouage intramédulaire pour les fractures ouvertes du tibia. Nous avons défini une population de fractures de la diaphyse tibiale. L'intervention, un clou intramédulaire verrouillé, son comparateur qui est un fixateur externe. Nous mesurons les résultats, principalement la réopération dans l'année de suivi, et aussi les résultats fonctionnels et ceux rapportés par les patients, ainsi que l'union clinique et radiographique. Pour réaliser cette étude, il faut trouver un moyen de la financer. La recherche clinique prospective coûte cher, elle n'est pas gratuite et nécessite un financement pour mettre en place les ressources nécessaires à la réalisation de l'étude. Nous devons déterminer un budget idéal. C'est ce que j'aime toujours faire. Penser à l'étude idéale qui répondrait définitivement à une question, puis à partir de là, commencer à la réduire au minimum faisable, au montant de financement dont nous avons besoin pour mettre en œuvre une étude qui pourrait répondre à notre question de recherche. Nous devons identifier les sources potentielles de financement qui peuvent provenir de votre institution, de fondations ou de sociétés professionnelles. Les principaux bailleurs de fonds sont souvent le gouvernement et parfois les ONG. Il est important de ratisser large et de faire preuve de persévérance. Cela implique souvent de démarrer modestement et de construire progressivement votre compte en banque en obtenant des séries successives de demandes et de subventions pour le financement. La constitution d'une équipe de recherche est extrêmement cruciale. Si vous êtes nouveau dans le domaine de la recherche, il est essentiel de s'entourer de personnes compétentes et expérimentées. Cela vous permettra de bénéficier de leurs connaissances et de leur expertise, ce qui est indispensable pour réussir dans ce domaine exigeant. Réaliser une recherche implique d'abord d'identifier les mentors appropriés, ceux qui vous enseigneront et vous guideront dans votre démarche de recherche. Il est essentiel de trouver les bons collaborateurs, partenaires et co-chercheurs. De plus, il est crucial de repérer les coordinateurs de recherche, car ils jouent un rôle clé en s'occupant de la collecte des données, de l'inscription des patients et du suivi tout au long du processus. La majorité d'entre nous, en tant que cliniciens très occupés, ne peut tout simplement pas être présente pour effectuer chaque petite étape indispensable pour que les patients soient bien inclus dans notre étude et suivis correctement. Et donc, l'identification et l'embauche de coordinateurs de recherche sont absolument cruciales pour réussir à mener à bien votre projet de recherche. Voici une équipe de recherche formée à l'Institut orthopédique Muhimbili à Dar es Salaam en Tanzanie. Nous avions un groupe de 4 chirurgiens qui étaient impliqués. Nous avions 2 chirurgiens de l'UCSF, un résident et plusieurs étudiants qui ont pu passer du temps à visiter. Et nous avions une équipe de 3 coordinateurs de recherche que nous avons recrutés il y a presque 10 ans maintenant, qui ont continué à être une mine de ressources et sont devenus des coordinateurs de recherche incroyablement compétents, qui rivalisent vraiment avec certaines de nos équipes ici, avec lesquelles nous travaillons au niveau national. Cette équipe
a été formée il y a environ 10 ans et a persisté à collaborer ensemble, essai après essai. Cette étude spécifique que nous avons réalisée a commencé avec le développement de notre équipe en 2014. Nous avons proposé une première série de subventions pour un financement en 2015 que nous avons eu la chance d'obtenir. Nous avons développé des protocoles de recherche et ce que nous appelons un manuel d'opération. Nous avons développé nos formulaires de rapport de cas, qui sont les formulaires remplis avec des informations sur les patients lorsqu'ils sont recrutés et à chaque suivi ultérieur. Nous avons obtenu l'approbation pour les sujets humains vers la fin de l'année 2015. Et nous avons pu commencer à recruter des patients en 2016. Nous avons achevé le processus de recrutement vers le milieu de l'année 2017 et nous avons finalisé le suivi final 12 mois plus tard, en 2018. Ce qui a permis de procéder à l'analyse et d'achever nos premiers manuscrits plus tard en 2018. Voici donc à quoi ressemblait le calendrier de l'étude. C'est un aspect auquel vous devriez commencer à réfléchir, même lorsque vous élaborez votre projet de recherche et rédigez vos demandes de subvention. C'est le type d'information que les bailleurs de fonds voudront examiner pour évaluer la faisabilité. Maintenant, comment choisissez-vous et recrutez-vous les patients? C'est un aspect crucial de l'opérationnalisation de votre protocole de recherche. Il s'agit de penser à comment les nouveaux cas seront identifiés. Quand le dépistage sera-t-il effectué et par qui? Cela nécessite une expertise clinique. Le consentement éclairé est un élément critique pour mener à bien ce travail. Vous devez être en mesure d'établir des protocoles confirmant que le consentement éclairé est effectivement effectué avant l'inscription et la randomisation des patients dans votre étude. Vous devez disposer d'un bon mécanisme de collecte des données de base, y compris des informations démographiques. Les infos démographiques et de traitement. Il est essentiel de mettre en place une séquence précise où l'affectation au traitement sera effectuée de manière aléatoire, mais seulement après que les patients aient été soigneusement sélectionnés selon des critères bien définis et que leur consentement éclairé ait été dûment obtenu. Cela garantit que le processus est équitable et respecte les normes éthiques. Avoir une période pilote ou une phase de rodage dans votre protocole est vraiment crucial pour garantir qu'il est faisable d'enrôler les types de patients que vous pensiez pouvoir recruter grâce à un dépistage fréquent. C'est une différence majeure, n'est-ce pas? Vous pouvez traiter de nombreux patients atteints d'une maladie spécifique, mais il est essentiel de vous assurer que ces patients peuvent réellement répondre pleinement aux critères d'inclusion et qu'ils sont disposés à participer activement au travail. Il faut vérifier si la randomisation fonctionne, si elle est vraiment cachée et si elle est attribuée correctement. Vous devez voir si vos procédures d'études fonctionnent. La façon dont vous mettez en œuvre les traitements chirurgicaux pour lesquels vous avez randomisé les patients fonctionne-t-elle comme prévu? Existe-t-il des obstacles au suivi et comment les surmonter? Des problèmes de qualité des données apparaîtront sûrement et vous devez pouvoir les identifier et les corriger en temps réel. Voici le calendrier de suivi de nos patients inscrits à l'essai sur le tibia ouvert. Nous devions garantir que les patients reviennent à chaque rendez-vous prédéterminé, suivi pour recueillir les informations nécessaires, y compris l'imagerie et les résultats rapportés par les patients. Vous souhaitez éliminer les obstacles pour les patients revenant à la clinique. Comment y parvenez-vous exactement? Eh bien, nous avons réussi à mettre en place une clinique de recherche spécialisée, ce qui nous a obligés à engager non seulement des coordinateurs pour recueillir les informations, mais aussi des infirmières. De plus, nous avons dû nous assurer qu'un de nos partenaires titulaires pouvait gérer cette clinique. Cela implique de bâtir la confiance et de créer des relations solides. Comment diminuer les frais pour les patients? Oui, car si ces patients payent, les patients ont besoin d'argent pour venir et faire le suivi, ce qui constitue un obstacle majeur. Souvent, les patients ne reviennent pas pour les visites de suivi parce qu'ils doivent payer davantage, ce qui les décourage. Nous veillerions à ce que ces cliniques soient entièrement gratuites pour les patients, afin de les inciter fortement à venir.
et que les examens d'imagerie dont ils auraient besoin lors de ces visites de suivi soient également gratuits pour le patient. Cela permettrait aux patients de bénéficier immédiatement de ces services sans souci financier. Une incitation à se rendre à leur visite de suivi et en utilisant les technologies disponibles pour les patients, y compris des mobiles. On doit s'assurer qu'ils soient rappelés ou utiliser des SMS. Comment faire revenir les patients qui ont été perdus de vue? Eh bien, vous devez recueillir beaucoup d'informations dès le début sur ces patients. Que dire des membres de leur famille? S'ils appartiennent à une communauté, peuvent-ils nous donner des informations sur les leaders de cette communauté, des informations qui pourraient nous aider à retrouver ces patients? Adresse narrative. Parfois, les patients ne possèdent pas d'adresse réelle. Il est donc nécessaire d'obtenir des informations documentées qui décrivent comment on peut les trouver, pas seulement là où ils résident, mais aussi là où ils se remettront de leurs blessures. Restez en contact par téléphone, identifiez les obstacles potentiels lorsqu'ils se présentent et envisagez de transporter les patients ou de leur fournir une allocation pour leur transfert s'ils viennent de loin. Y a-t-il des raisons pour lesquelles le poids ou les façons dont nous pourrions exploiter les technologies, comme les photos de téléphone portables, ainsi que les enquêtes téléphoniques, pourraient être des substituts valables pour les résultats que nous cherchons à recueillir auprès de ces patients? Voici un exemple de formulaire que nous avons utilisé dans l'une de nos études, qui montre vraiment tous les paramètres des informations d'identification que nous collectons sur ces patients, incluant les descriptions narratives de leur lieu de résidence visibles en bas de l'écran. Que faites-vous? Collectez des formulaires papier ou passez à l'électronique. Nous avons découvert très tôt que les formulaires papier étaient vraiment problématiques. Les imprimantes classant ces papiers, une grande partie de ce papier serait éliminée avec l'émergence d'une saisie électronique des données de haute qualité qui, encore une fois, nous a aidé à surmonter le processus cauchemardesque de stockage des dossiers, que vous pouvez voir ici dans l'une des salles des dossiers médicaux à Muhimbili. Toutes nos informations ont été placées sur des ordinateurs portables de recherche et téléchargées dans le nuage. Cela peut se faire à un coût relativement faible et permet de saisir les informations que les coordinateurs mettent en œuvre en arrière-plan, ainsi que les résultats rapportés par les patients allant directement sur l'ordinateur portable de recherche et dans le nuage. Et les études d'imagerie pourraient aussi être téléchargées directement dans notre système de saisie électronique des données. Nous utilisons un système nommé RedCap qui facilite la collecte web de données gratuites, très accessible, entièrement personnalisable, protégé par mot de passe avec le plus haut niveau de sécurité pour les informations sur les sujets humains et qui est vraiment devenu la référence pour la saisie électronique des données. Il permet la randomisation, la planification du suivi et le reporting des données en temps réel. Qu'en est-il du contrôle des données? Il est essentiel d'avoir un plan pour le stockage et le contrôle des données. À quelle fréquence analysons-nous? Habituellement, nous faisons des analyses intermédiaires tous les 6 mois. Nous devrons établir un calendrier et une méthode spécifique pour communiquer ces données à un comité de sécurité et de surveillance. Nous avons abordé cela lors d'une autre conférence comme une mesure de sécurité essentielle, désormais requise dans la plupart des essais cliniques prospectifs. Il s'agit encore d'un organisme externe qui examine minutieusement la situation. Cet organisme n'est pas affilié à l'étude en cours. Ce qu'il fait, c'est qu'il offre une supervision approfondie et un regard distinct pour garantir que la sécurité des patients est assurée, ainsi que la déclaration des événements indésirables, et que tout cela est mené de manière appropriée et rigoureuse. Il peut exister certaines règles d'arrêt de l'étude qui doivent être respectées scrupuleusement. Ces règles d'arrêt sont souvent mises en œuvre a priori au début d'un essai, et elles doivent être contrôlées et vérifiées tout au long de l'étude pour garantir la conformité. Ces comités de sécurité et de surveillance des données ont besoin d'informations provenant de l'essai, et il convient de s'assurer que ces
routines sont mises en place dès le début de l'essai afin de garantir que les meilleures pratiques sont suivies. L'adjudication, un examen final de tous les événements primaires ou complications de l'étude, est vraiment très important. Et ça doit se faire de manière itérative au cours de l'essai. Il est essentiel de disposer d'un ensemble de critères convenus pour évaluer un événement de l'étude, tel qu'une infection ou une réopération, et pour déterminer si cela est né. Après, l'enregistrement des résultats est suivi d'un processus d'adjudication. Les investigateurs examineront les événements et établiront un consensus pour déterminer si un événement potentiel signalé sur les formulaires de suivi A est un événement primaire, c'est exact. Par exemple, un patient a-t-il eu une infection liée à une fracture? Si c'est le résultat qui nous intéresse. Parfois, déterminer une infection liée à une fracture peut être un peu subjectif. Les adjudicateurs voudront se réunir, examiner les informations et déterminer si l'événement est lié à l'étude ou non. C'est pareil pour les résultats négatifs. Il en va de même pour les résultats indésirables, n'est-ce pas? Ce sont aussi événements d'intérêt. Ils doivent être signalés au comité de sécurité et de surveillance des données. Ils doivent être potentiellement signalés au comité d'examen des sujets humains des institutions participantes. Ces éléments sont sous la responsabilité d'un comité de sélection. Et ceci est simplement un diagramme de consort extrait de notre publication. Résultat primaire de notre essai randomisé comparant la fixation intramédulaire interne aux fixateurs externes. Vous voudrez être en mesure d'envoyer à chaque patient de l'étude, du processus de sélection initiale, jusqu'à l'une de ces cases finales d'un formulaire comme celui-ci, qui est maintenant requis pour publier vos résultats. Pour résumer, je sais que nous avons discuté de nombreux sujets différents et variés, et je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir eu cette diversité de conversations. Nous avons abordé tellement de thèmes, et je crois que cela enrichit notre discussion. J'espère sincèrement que cette diapositive vous sera d'une grande aide pour y voir plus clair. N'oubliez jamais l'importance du financement, et prenez le temps de réfléchir de manière créative et itérative à la façon dont vous allez financer votre recherche. Souvent, le financement provient de plusieurs sources différentes. Nous avons tendance à utiliser des fonds plus modestes pour obtenir des subventions plus importantes. Ce processus se poursuit de manière continue, jusqu'à ce que vous réussissiez à réunir toutes les ressources nécessaires pour mener à bien votre recherche. Former une équipe de recherche solide est essentiel. Les personnes sont vraiment importantes. Trouvez les bons collaborateurs, développez une équipe de coordinateurs capable de mener votre recherche de manière sûre, éthique et diligente. En testant votre protocole, en identifiant les problèmes potentiels dans votre protocole, avant de lancer votre essai clinique de plus grande envergure, et en vous occupant de la gestion des données et du contrôle de la qualité au cours de votre étude, vous obtiendrez un produit de haute qualité pour l'analyse et finalement, la diffusion et la publication de vos résultats. N'oubliez surtout pas de faire ces derniers suivis. Ils sont vraiment très importants. Nous arrivons donc à la conclusion du cadre que nous avons élaboré, qui a commencé par une idée sur une excellente question d'étude, que nous avons pu façonner de manière à obtenir une hypothèse testable, développer le bon type de proposition ou de protocole qui intègre toutes les caractéristiques de conception que nous avons dans notre boîte à outils et aussi des approches analytiques. Prendre cette proposition de recherche et l'amener jusqu'à un protocole que nous pouvons mettre en œuvre. Compléter et finalement diffuser en tant que réponse valide à notre question de recherche initiale. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez trouvé cette présentation instructive.